chers collègues parlementaires. C'était cet après-midi au Salon Bleu de l'Assemblée nationale. Philippe Couillard avec son premier discours d'ouverture qui ouvrait la 41e session législative ici à Québec. M. Couillard qui a beaucoup insisté, on l'a dit, si vous étiez avec nous en début d'émission, sur les finances publiques, le défi des finances publiques. En deux mots, il a dit on dépense plus que ce que l'on reçoit comme revenu. Donc, on aura des choix difficiles. Ce mot-là a été repris à plusieurs reprises. On a donné des exemples dans le bulletin un peu plus tôt. Cimenterie de Port-Daniel, c'est loin d'être sûr. Également, CSDM, Commission scolaire de Montréal, 25 postes, dont des psychothérapeutes, donc des gens qui travaillent avec les enfants, le service à la population. J'ai rencontré le premier ministre il y a quelques minutes en lui demandant est-ce qu'on peut compresser sans couper les services aux citoyens. Voilà l'entrevue. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous sentez soulagé? Ça y est, c'est fait? Je suis content. Non, j'ai eu beaucoup de plaisir à le préparer et à le livrer également. C'est un moment important dans la vie d'un gouvernement, dans ma vie politique, dans ma vie personnelle même, et je suis heureux de l'avoir fait. Vous dites, vous êtes heureux et tout ça, mais c'est un discours quand même assez sombre, même si tout ça a été donné dans le calme. Vous brossez un tableau assez noir des finances publiques du Québec. Il est sombre, le tableau. Mais est-ce qu'on... Justement, donnez-nous la mesure. Est-ce qu'on est, d'après vous, vraiment au bord du précipice? On est près du mur. Il n'est pas loin du tout. Écoutez, on est à, si on ne faisait rien, on est à 5 milliards de déficit pour l'année 14-15, 7 milliards l'année suivante. Donc, si on laisse les choses aller, on perd toute notre capacité d'agir, toute notre liberté de choix, toute notre capacité de soutenir nos programmes qui nous sont très chers. Alors, il n'est pas hypothétique de vouloir corriger les finances publiques. C'est une obligation qu'on a envers nous et les prochaines générations. Parce que certains qui prétendent que vous noircissez par choix politique le tableau pour pouvoir faire prendre un certain nombre de décisions. Vous dites, nous sommes près d'une décote même, à la limite? Bien, on a déjà eu une perspective négative par une agence de crédit. Je ne veux pas lancer l'inquiétude sur cette question-là parce qu'on ne voudrait certainement pas avoir à affronter cette situation. Et au contraire, le fait d'avoir la rigueur budgétaire qu'on propose, le fait de relancer l'économie également, parce qu'il ne s'agit pas que de rigueur budgétaire. Il s'agit également de relancer l'économie et de créer de l'emploi. Il faut faire les deux. L'expérience internationale nous montre que quand on fait que la rigueur ou les coupes budgétaires, souvent, on ralentit l'économie et on se tire dans le pied, comme on dit chez nous. Il y a plus de 50 des dépenses de l'État, c'est des salaires, M. Couillard. Oui. Est-ce que ça veut dire, au bout de l'exercice, on ne fera pas l'économie de mise à pied ou de baisse de salaire? Les salaires, on veut qu'ils demeurent bons dans la fonction publique. On veut que les jeunes viennent et restent travailler dans la fonction publique. Mais il faut certainement regarder, oui, les salaires, mais le nombre. Et là, il y a des circonstances naturelles, pour une fois, qui nous aident. C'est que la démographie fait en sorte qu'il y a environ 15 000 personnes par année qui quittent les services publics au Québec. Alors, il faut s'assurer de gérer ça correctement, de prioriser les endroits où on donne des services à la population, de diminuer la lourdeur dans notre appareil bureaucratique et avec ça, de maintenir nos services. Alors, il y a une question de salaire, mais il y a surtout une question de nombre. Il faut que les deux fonctionnent ensemble. Mais quand vous dites ça, et vous n'êtes pas le premier, effectivement, ça donne l'impression que ça va se faire naturellement et doucement. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on le verra dans le bulletin de nouvelles un peu plus tard. Commission scolaire de Montréal, il y a 25 mises à pied. Ils doivent donc, eux aussi, travailler sur leur budget. Mais ce n'est pas des gens qui comptaient des choses abstraites. C'est des aides à la psychologie, c'est des aides pour les devoirs, c'est des gens qui travaillent avec des enfants en difficulté. Ça, c'est des vraies compressions qui vont faire mal. On est devant ça, là. On veut éviter le plus possible que la rigueur budgétaire ait des impacts négatifs sur les services à la population. Mais comment on peut faire ça? Et en ciblant d'autres types d'actions. Mais soyons clairs, on va poser des actions. Et c'est toujours la même chose quand un gouvernement, ici comme ailleurs, doit s'engager dans une opération de restriction de rigueur budgétaire. Les voix s'élèvent pour dire qu'on noircit le tableau, qu'il ne faut pas faire ça. Et à ce moment-là, on est paralysé, on tourne en rond, puis c'est encore pire l'année suivante. Alors, on va mener cette question-là avec fermeté cette année. C'est le budget de transition. Mais il faut revenir par la suite de façon à être libéré de cet exercice qui, franchement, devient lassant pour tout le monde, là, de compression, de décompression. Et la façon d'y arriver, c'est de réviser notre fiscalité et faire introduire au gouvernement du Québec une culture permanente, pas temporaire, de révision des programmes. Vous avez utilisé l'expression dans votre discours d'ouverture « coup de frein ». Il y aura des coups de frein ici et là. Vous avez parlé d'une dame aux Îles-de-la-Madeleine. Moi, je vais vous parler des parents de Saint-Bruno qui ont vu il y a 3 semaines un sérieux coup de frein. Leur garderie était prête, les noms des petits-enfants étaient collés sur les murs. Il manquait que je vais reconduire mon enfant dans 2 semaines. Or, la ministre annonce on gèle tout ça.
Est-ce que c'est un exemple de ce qui va arriver de plus en plus Dans au ce cas Québec? précis, vous savez, ça a été corrigé, là. C'était une erreur? Toutes les places qui étaient prévues pour l'année prochaine vont être mises en place. On doit évaluer ce service-là, non pas pour l'abolir, mais pour s'assurer au contraire de pouvoir le préserver et de protéger en particulier les familles de classe moyenne et les familles de classe avec un revenu plus bas, des impacts tarifaires qu'une augmentation soudaine de tarifs pourrait entraîner. Personne ne se scandalise que pour des gens à revenus plus élevés, que le tarif soit plus élevé. Là où on est inquiet, c'est que l'impact, par exemple, de la hausse proposée de 7 à 9, pour une famille de classe moyenne avec revenus plutôt bas, 2 enfants, c'est 1 000 par année. C'est considérable comme impact. Alors, il doit y avoir un moyen, puis ça se fait de façon organisée, de veiller à protéger nos services de garde, parce que c'est un acquis pour la société, mais de protéger cette partie de la population. Mais encore là, on est devant des exemples qui vont se multiplier. Vous dites que c'était une erreur, en tout cas, vous l'avez rétabli quelques jours après. On a fait savoir à cette garderie-là et aux autres que ceux qui avaient reçu les dernières autorisations... En fait, il y a 6 300 places prévues pour l'année vont être ouvertes. Mais bon, ils avaient été bloqués parce qu'il y avait eu un mot d'ordre de tout geler. Ça a été clarifié rapidement, puis moi, je ne veux pas qu'on procède de cette façon-là, justement parce que lorsqu'on aura des commentaires à faire sur les services de garde, ils seront faits avec, si je peux me permettre l'expression, l'armature d'une opération sérieuse de révision de programme. Mais ça veut dire quand même, à terme, moins de places dans les garderies que prévu. Ça veut dire moins de services, ça veut dire moins de professionnels dans les écoles. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous. Bien, ça ne veut pas dire ça nécessairement. Si on révise les programmes, qu'on décide des priorités, il est clair que les services à la petite enfance sont une priorité. Mais je vous donne un exemple concret. Et qu'on met les ressources au bon endroit, dans les services directs plutôt qu'à d'autres endroits, et qu'on ajuste notre tarification de façon à protéger les gens de familles à revenus plus bas. Alors, au contraire, et au-dessus de tout ça, M. Roy, si on garde des finances publiques dans l'état où elles sont, on va les perdre, nos services publics. La plus grande menace à nos services publics, ce n'est pas l'exercice de rigueur de l'année en cours, c'est de garder cette perspective de déficit structurel au Québec qui est devant nous actuellement. C'est de ça qu'il faut se libérer absolument. Et est-ce que dans ce contexte-là, vous, et vous l'avez dit aujourd'hui, vous continuez par ailleurs, vous dites l'ajout de 44 groupes de familles, médecine familiale, 50 super cliniques, vous n'avez pas parlé des infirmières, mais... Oui, des super infirmières. Bon, bien, excusez-moi, 2000 super infirmières. Donc, parallèlement à ce resserrement des finances, vous dites, on va réinvestir dans ces endroits-là. Dans tout ce qui a trait au service direct aux gens, puis vous avez cité des exemples importants, puis on va les mesurer, on va les surveiller de très près. La philosophie qu'on veut envoyer dans l'administration publique, c'est les opérations budgétaires en cours nécessaires doivent le plus possible épargner les services directs à la population et surtout toucher l'appareil administratif de l'État de façon à nous donner l'espace pour faire la révision de programme. Ce que je ne veux pas qu'on fasse, c'est des opérations majeures dans des services ou des programmes avant qu'on ait fait l'opération de révision de programme. Et là, on va être très transparent avec la population. On va dire, écoutez, ce programme-là, il est très pertinent, mais il n'y a pas assez de ressources, ou à l'inverse, il faut réviser sa pertinence et les ressources qui y sont investies. Vous avez dit, ce n'est pas parce qu'il y a un besoin que l'État doit absolument arriver avec un programme. Donnez-moi un exemple de ça. Bien, écoutez, je vais donner un exemple qui a défrayé l'actualité à quelques reprises, la fertilisation in vitro. C'est un besoin naturel des familles. Puis, soyons clairs, je ne veux pas tourner le dos au programme. Là, il est en place. Mais on dirait qu'on non, on va le faire différemment, on va l'administrer mieux et surtout, on veut garder ces effets bénéfiques qui sont quoi? Le fait que les familles à revenus plus bas ont accès à cette technologie, et le fait qu'on a réussi à diminuer le nombre de grossesses multiples, ce qui est un acquis pour la société en termes des coûts pour les soins de santé. Alors, il faut juste développer le réflexe que quand un nouveau besoin est identifié dans la société, que l'État n'ait pas à se précipiter sous des pressions extérieures vers la création d'un nouveau programme, premièrement, et deuxièmement, que si on accepte qu'il faut créer un nouveau programme, ce qui est un choix légitime pour la population, que ce soit compensé par les économies ailleurs également, et que le dit programme, et je termine là-dessus, n'a pas nécessairement, c'est la deuxième partie du paragraphe, n'a pas nécessairement à être le programme le plus luxueux ou le plus généreux du Canada. C'est pas pour ça qu'on est moins solidaire ou moins démocrate. Parlant de solidarité, votre ministre de la Santé va, et c'est assez ironique, va demander à ses anciens collègues de reprendre une partie de ce qu'il avait négocié avec vous alors que vous étiez ministre de la Santé. Avec moi et Dr Bolduc par la suite. Oui, mais M. Barrette se retourne à ses anciens collègues et dit, savez-vous ce que je vous ai obtenu la Lune, il faut que vous en redonniez une partie. On parle d'étalement. Hein? Oui. Et je pense que l'étalement, c'est ironique, avec consentement, oui, mais tout le monde doit faire. Trop généreux. Tout le monde doit faire. Dans les circonstances, il fallait faire un effort pour rapprocher la rémunération des médecins de la moyenne canadienne. C'est ce qui a été fait. Maintenant, il n'est pas vrai que les médecins vont échapper aux efforts qu'on demande à toute la société et à tous les programmes publics actuellement. Mais on va les traiter avec justice, on respecte les ententes, on veut les étaler dans le temps et c'est très légitime de le faire. Monsieur le Premier ministre, 2-3 questions rapides. Vous avez parlé du pétrole, mais de façon
assez lointaine. Oui. Anticosti, est-ce que c'est un feu vert ou un feu On va rouge? vous revenir là-dessus prochainement parce que je veux aborder la question globalement et non pas de façon ponctuelle. C'est un contrat qui a été un jour, signé. Oui, on va en parler aussi. Un jour, on parle d'Anticosti, l'autre jour, on parle d'Old Dairy, l'autre jour, on parle des pipelines, l'autre jour, on parle du gaz naturel. On va présenter une approche cohérente et large de la question des hydrocarbures qui va bien sûr parler d'Anticosti, mais qui va parler de la façon dont on peut de façon responsable exploiter ces ressources. Mais ce n'est pas évident que le contrat signé va être... on va aller de l'avant comme on l'avait prévu sous l'ancien gouvernement. J'ai fait des remarques quand j'étais dans l'opposition que je maintiens aujourd'hui. Là, Vous étiez contre? Pas contre l'exploitation du Non, pétrole, mais mais contre la répartition du risque entre l'État, donc quand on parle de l'État, c'est vous et moi, c'est le contribuable et les gens qui nous écoutent, et le partenaire privé. Cimenterie de Port-Daniel en Gaspésie, vous aviez dit en campagne, moi je suis pour, puis c'est Oui. une région qui a besoin d'emploi. Ah, votre ministre Daou dit aujourd'hui, bien, on regarde ça, c'est l'État qui prend tous les risques. C'est un autre exemple. C'est un autre exemple. Bien, Monsieur Legault n'était pas content contre vous aujourd'hui. Il a dit, moi, il reprend exactement ce que je disais, oui ou non à la cimenterie. Alors là aussi, on fait l'examen de ce projet-là. Moi, je veux créer de l'emploi en Gaspésie, puis je suis préoccupé par le sort économique de la Gaspésie, qui est une région particulière avec des besoins particuliers. Mais vous voulez Ceci revoir dit, les paramètres. je veux relire tout ça, là, puis c'est ça que j'ai demandé à faire à M. Daou. C'est quoi la répartition du risque entre les deux? C'est quoi qui arrive si, malheureusement, l'entreprise a des difficultés? Qui paye? Qu'est-ce qui arrive s'il y a des dépassements? Qui paye en premier? C'est des questions légitimes, là. On va y revenir au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Mais on va remettre en question la Pour structure. l'instant, le projet va de l'avant, mais on va vérifier l'entente. Et moi, je veux m'assurer, ce sera le cas dans tous les projets futurs dans lesquels le gouvernement investira. On ne veut pas un gouvernement de subvention uniquement, on veut un gouvernement partenaire également. Quand on dit partenaire, c'est qu'on partage également les risques et les bénéfices. Parler de projets, hier, on avait un reportage au téléjournal Grand Montréal sur le SLR, le train, léger sur rail, entre la Rive-Sud et Montréal, sur le futur pont Champlain. Ouais. L'ancien gouvernement avait dit, on y va avec un SLR, c'est notre choix. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non à un mode de transport comme celui-là? Oui, un mode de transport. À un SLR. Oui, un mode de transport fiable, rapide, écologique, Mais ça pourrait être des confortable. autobus dans votre cas. On est en analyse parce qu'il n'y a pas juste le mode de transport, il y a le coût. Puis n'oublions pas que l'argent qu'on met dans un projet, par définition, on ne le met pas ailleurs. Il y a beaucoup de besoins dans la région de Montréal. Train d'ouest, la ligne bleue vers l'est. Vous aviez dit oui au train d'ouest aussi? Oui, on dit encore oui, mais on ne peut pas tout faire en même temps et on doit faire des choix. Alors, il est indispensable et incontournable qu'on ait un transport collectif rapide et confortable, écologique entre la Rive-Sud sur le nouveau pont Champlain. Il y en aura un. Mais pas un SLR. Ne retenez pas votre souffle sur qu'est-ce C'est que c'est un SLR. pas encore confirmé, mais on annoncera ça prochainement. Bon, M. Couillard, c'est tout le temps que j'ai. Merci beaucoup Merci. d'être venu nous voir. Alors, on va suivre la suite des choses. Je comprends bien, il y a des annonces qui vont venir. Budget, 3 juin, 2 Budget juin? début, première semaine de juin. C'est un peu tôt pour vous donner la date exacte. Merci, M. Couillard. Merci.